Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Alors, ce mois-ci est un mois un petit peu particulier puisque les Lois Naturelles fêtent ses 1 an. Et pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à écouter et à partager le podcast, j'organise 3 concours avec des cadeaux incroyables de la part de mes invités. Le premier est déjà en cours, alors si ce n'est pas encore fait, filez vite voir mon compte Instagram pour tenter votre chance. Et restez connectés les prochaines semaines pour les concours suivants. En attendant, place à l'épisode du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de cuisine, mais pas de recettes ni d'ingrédients. Le sujet du jour, ce sont les modes de cuisson. Lesquels privilégier pour une santé optimale et lesquels sont à éviter absolument. Alors, les modes de cuisson influencent la saveur des aliments, je ne vous apprends rien. Mais est-ce que vous saviez que le mode de cuisson peut aussi influencer la valeur nutritive des aliments ? Effectivement, certains modes de cuisson vont venir conserver les vitamines et les minéraux, tandis que d'autres les détruisent, voire pire, créent des substances toxiques comme les fameuses molécules de Maillard. Les molécules de Maillard sont des molécules produites lors de la cuisson des aliments. Il s'agit en fait tout simplement d'une réaction chimique entre des acides aminés qui sont l'unité composant des protéines et des sucres. Et c'est cette réaction qui est à l'origine d'arômes si savoureux qui se déploient grâce à la cuisson. J'y reviendrai un petit peu plus en détail dans la suite de cet épisode. Nous allons explorer les différents modes de cuisson. Ceux qui sont plutôt à éviter voire à bannir comme le barbecue ou le micro-ondes, ceux qui sont à utiliser avec modération ou avec vigilance et ceux à privilégier. Je vais tenter dans cet épisode de vous expliquer les avantages et les inconvénients de ces méthodes. Pour commencer, voyons les modes de cuisson qui posent problème pour notre santé et qui sont plutôt à proscrire. Alors attention, quand je dis à proscrire, vous le savez, dans la vie, tout est question de mesure et d'équilibre. Dans cet épisode, je vais vous donner des informations qui vous permettront de faire des choix en conscience. Et c'est de façon générale un petit peu l'idée dans ce podcast. Donc quand je dis à proscrire, c'est plutôt à éviter, mais gardons en toute chose la mesure. Le premier mode de cuisson qui est le plus problématique, dirais-je, c'est le barbecue. Alors vous allez me dire, en ce moment, c'est pas vraiment la saison, c'est vrai, puisque c'est plutôt une cuisson d'été, mais la belle saison va quand même vite arriver, du moins on l'espère, et les barbecues du dimanche au soleil seront sans doute de mise. Pourquoi est-ce problématique le barbecue ? Pour une raison somme toute assez simple, c'est que la cuisson d'aliments à des températures élevées, et particulièrement en contact direct avec la flamme, conduit à la formation en surface de composés chimiques dont certains, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, plus couramment nommés les HAP, et notamment le benzoapyrène, BAP, ont des propriétés cancérigènes. Et c'est notamment le cas lorsqu'on grille des viandes à haute température, des AHP et des amines hétérocycliques se forment. Et ce sont des composés qui sont reconnus comme cancérigènes avérés.
Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi considérer les graisses qui vont tomber sur les braises et qui vont par là même créer des fumées. Des fumées qui sont toxiques et qui vont venir imprégner les aliments. Voilà pourquoi, clairement, ce n'est pas un mode de cuisson santé, ce n'est pas un mode de cuisson que je vous recommande. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi tempérer mon propos dans la mesure où il ne s'agit pas là d'une cuisson du quotidien, a priori du moins, mais plutôt à caractère exceptionnel qu'on utilise lors d'événements festifs de façon occasionnelle. Il existe aussi des possibilités de venir limiter l'impact cancérigène de cette cuisson si vous êtes vraiment un adepte des barbecues, en préférant un barbecue électrique par exemple, ou alors un modèle plutôt vertical. Quelques recommandations quand même pour les fois où vous utiliserez occasionnellement ce mode de cuisson. Soyez vigilant à la hauteur de la cuisson. Essayez de la régler au maximum. Pourquoi ? Pour éviter la formation massive d'HAP et de dérivés pyrolytiques des acides aminés, c'est-à-dire des protéines. Les aliments doivent être cuits à la chaleur des braises et surtout pas au contact direct des flammes qui atteignent des températures d'environ 500 degrés. Il est conseillé de ne pas dépasser une température de cuisson avoisinant les 220 degrés, ce qui est déjà très très élevé. Et ça revient en général à placer la grille du barbecue au moins à 10 cm des braises, dans le cas où vous avez un barbecue horizontal. Mais comme je l'évoquais à l'instant, il est quand même préférable d'opter pour un modèle à cuisson verticale, ce qui évitera à la graisse de tomber sur les braises. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier l'usage de charbon de bois épuré plutôt que de charbon de bois ordinaire. Pourquoi ? Parce que le charbon de bois épuré est débarrassé de son humidité et de ses impuretés. Sa composition en carbone est également très supérieure, elle est supérieure à 85%, et ses composés volatiles sont réduits, ce qui va venir lui conférer une meilleure combustion. Donc, privilégiez le charbon de bois épuré. Attention également si vous utilisez des allumes-feu, qu'ils soient sous forme liquide, solide ou même en gel. Sachez qu'ils sont destinés à faciliter l'allumage du charbon de bois en vue de la constitution de bonnes braises. Veillez donc à ce qu'ils aient intégralement brûlé avant de placer les aliments et surtout la viande à griller. Évitez absolument de les utiliser pour raviver le feu. Ce sont vraiment des composés toxiques, donc ils ne doivent pas entrer au contact des aliments. Essayez d'ailleurs d'éviter l'usage de ces produits. Enfin, soyez vigilants et évitez la chute de graisse dans les flammes. Plus votre viande sera maigre, moins il y aura le risque de formation d'HAP. Mais si votre cuisson est mal maîtrisée et qu'il y a des flammes, la chute de gouttes de graisse qui provient de la viande sur les braises va provoquer des flammes et des fumées qui, au contact de la viande, vont contribuer à former ces composés toxiques. Pour essayer d'éviter ce phénomène, recouvrez votre foyer d'un léger tapis de cendre et retirez le gras apparent des viandes. Vous pouvez retrouver toutes ces recommandations sur le site de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Bilan, on l'a vu, même si c'est un mode de cuisson très occasionnel, il faut quand même savoir que c'est un mode de cuisson qui expose à de nombreux composés toxiques et qui favorise le stress oxydatif et l'inflammation, donc c'est plutôt un mode de cuisson à éviter. Dans la même veine de ces modes de cuisson à éviter du moins de façon régulière, il y a la friture. La friture, c'est une cuisson qui repose sur l'immersion des aliments dans un bain de matière grasse à très haute température, de l'ordre de 140 à 180 degrés. Pour la friture, il est préférable d'éviter l'utilisation des huiles de colza ou de soja, des margarines et du beurre qui ne supporteront pas des températures extrêmes. Allez plutôt sur de l'huile d'arachide et de l'huile de tournesol. Bien sûr, la friture augmente considérablement la richesse calorique des aliments. Elle aura aussi un impact sur leur digestibilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un aliment frit est un aliment plus lourd à digérer du fait de sa richesse en matière grasse cuite. Et d'ailleurs, vous le sentez aisément lorsque vous mangez des fritures. Tout de suite, vous vous sentez plus lourd et la digestion est plus laborieuse. Évidemment, et en raison des températures élevées, vous vous en doutez, vitamines, minéraux, enzymes sont totalement détruits. Et surtout, ce à quoi il faut être vigilant, c'est le chauffage des huiles qui, à terme, génèrent des substances toxiques comme l'acroléine. C'est pour ça qu'il faut toujours changer l'huile du bain de friture ou à minima la filtrer
après chaque usage et ne pas l'utiliser plus de 5 ou 6 fois, car elle se charge lors de chaque cuisson, lors de chaque friture, de benzopyrènes cancérigènes. Bilan pour la friture, ce n'étant pas parce qu'il s'agit d'un mode de cuisson gras, mais plutôt parce que c'est un mode de cuisson à haute température qui génère une perte des qualités nutritionnelles des aliments, d'une part, mais également une oxydation des huiles et la création de composés toxiques comme l'acroléine, d'autre part. Donc c'est vraiment un mode de cuisson qui doit rester occasionnel et que je ne vous recommande pas d'utiliser. Le troisième mode de cuisson dont on va parler aujourd'hui, c'est le micro-ondes. Déjà, comment fonctionne un micro-ondes ? Un four à micro-ondes utilise des ondes d'une fréquence de 2,5 GHz environ. Ces ondes sont absorbées par l'eau, par les graisses, par toutes les molécules de l'aliment et elles sont converties en mouvement atomique qui va venir générer de la chaleur. C'est l'agitation de l'atome de chacune des molécules composant l'aliment qui va venir générer de la chaleur. A contrario, dans un four conventionnel, la chaleur migre de l'extérieur, c'est-à-dire elle est générée par le four, vers l'intérieur de l'aliment. Alors que dans un micro-ondes, c'est l'inverse. Les ondes pénètrent l'aliment et vont venir exciter les molécules de l'aliment pour générer de la chaleur. D'ailleurs, vous pouvez voir lorsque vous chauffez un aliment au micro-ondes, certaines zones sont beaucoup plus chaudes que d'autres. Elles correspondent finalement aux zones où il y a eu le plus d'interférences. Les zones froides correspondent-elles aux endroits où les ondes n'ont pas pénétré. Alors, est-ce que c'est une cuisson problématique ? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces ondes générées lors de la cuisson au micro-ondes produisent un rayonnement toxique ? A priori, selon l'OMS, et sous réserve que votre four à micro-ondes ne soit pas endommagé et qu'il soit utilisé correctement, a priori, le four à micro-ondes ne produit pas de rayonnement toxique. Une chose est sûre, c'est que si vous utilisez le micro-ondes avec des récipients en plastique, les composés de ces plastiques migrent vers l'aliment qui est chauffé. De façon générale, je vous en parlais dans l'épisode 39, le dernier épisode en solo, je vous déconseille l'utilisation des récipients en plastique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours des composés qui vont migrer vers les aliments, beaucoup plus lors de la cuisson, mais parfois même à froid. Et donc dans cet épisode, je vous recommande plutôt d'aller vers des ustensiles de cuisine qui sont en verre, en inox ou en bois. Vigilance sur les plastiques, même lorsque les fabricants disent qu'il s'agisse de plastiques qui sont conçus pour le micro-ondes. Il y a des études qui ont été faites et qui constatent que en chauffant ces plastiques, ils laissent fuir des composés toxiques, notamment du bisphénol A. Et le bisphénol A, c'est un composé qui va se comporter comme une hormone et qui va venir perturber le fonctionnement de votre système endocrinien notamment. Une idée reçue qui existe à propos du micro-ondes serait qu'il tue systématiquement les bactéries. Sachez que c'est tout à fait faux et qu'il y a plusieurs études qui ont recensé notamment que les salmonelles survivent dans des œufs pochés au micro-ondes lorsqu'ils ne sont pas chauffés assez longtemps, des morceaux de poulet qui contiennent encore des bactéries du type Escherichia coli. Donc, vigilance sur ce point, ça n'est pas une garantie absolue quant à la présence de bactéries. Venons-en maintenant à la qualité nutritionnelle des aliments cuits au micro-ondes. Il faut savoir que le principe même de cuisson fait perdre une partie des qualités nutritionnelles des aliments, surtout quand ils sont bouillis parce que les vitamines passent dans l'eau de cuisson, et les températures élevées peuvent dénaturer graisses et protéines. Le micro-ondes est une cuisson qui peut entraîner une dénaturation des protéines. Pourquoi ? Les acides aminés, pour la plupart, qui sont les constituants des protéines, c'est-à-dire leur unité de base, peuvent exister sur deux configurations en termes de molécules. Et la cuisson peut, dans certaines conditions, conduire à ce qu'on appelle l'isomérisation des acides aminés, de ces acides aminés, c'est-à-dire un changement de leur structure moléculaire. Comme on l'a vu dans un autre épisode sur les acides gras, un changement de structure moléculaire des acides gras peut transformer un acide gras sain en un acide gras toxique. Là, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, les études sur la question sont plutôt divergentes, mais pour ma part, et compte tenu du fonctionnement même du micro-ondes, c'est-à-dire de l'agitation moléculaire qui va venir générer de la chaleur, je vous invite à la prudence avec ce mode de cuisson et à limiter au maximum l'utilisation du micro-ondes.
Retenez essentiellement que le micro-ondes détruit les enzymes, dégrade les nutriments qui sont sensibles à la chaleur, à l'instar des autres modes de cuisson. Mais surtout, de par son fonctionnement, la production de chaleur par l'agitation moléculaire, les molécules sont dénaturées, déstructurées, et elles ne sont plus sous leur forme originelle. Les molécules sont comme explosées. Donc vigilance, les contenants en plastique libèrent des perturbateurs endocriniens qui migrent vers les aliments, donc dans la mesure du possible, je vous invite vraiment à limiter ce mode de cuisson. C'est quand même un mode de cuisson qu'on utilise souvent quand on est à l'extérieur, notamment au travail, pour réchauffer son déjeuner. Donc, petite astuce, si vous apportez votre déjeuner à votre travail et que vous souhaitez quand même manger chaud, surtout en hiver, c'est quand même plus agréable. Sachez qu'il existe des lunchbox chauffantes qui peuvent être bien utiles. Veillez à ce qu'elles soient bien en inox. Elles fonctionnent en ajoutant un petit peu d'eau dans le contenant. Il suffit de la brancher quelques minutes avant le déjeuner. Ça vous permettra d'avoir un repas chaud. Pour ma part, j'ai une autre option, un petit peu plus roots, mais que personnellement j'utilise et qui est bien utile. Dans mon bureau, il se trouve que j'ai un radiateur en fonte et je pose tout simplement mon plat dessus le matin en arrivant. Ce qui fait qu'à l'heure du déjeuner, il est tiède et ça me convient parfaitement. Ça permet de réchauffer les aliments qui se mangent plutôt cuits et de conserver les crudités à une température relativement acceptable qui ne me refroidit pas trop en hiver. Donc voilà pour les modes de cuisson que je vous déconseille globalement. Passons maintenant aux modes de cuisson qui sont plus acceptables et qui peuvent être utilisés bien qu'ils aient leurs limites. Je voulais vous parler aussi de la cuisson à la cocotte minute. La cuisson à la cocotte minute, elle est surtout très utilisée en hiver, notamment pour préparer des soupes et faire cuire ses légumes. Donc c'est une cuisson faite sous pression et à haute température. Alors s'il n'y a pas à proprement parler de composés toxiques qui sont générés par cette cuisson, il n'en demeure pas moins que c'est une cuisson qui, sous l'effet de sa haute température, viendra détruire l'ensemble des vitamines, des minéraux et des enzymes. Sachez que globalement, et pour simplifier, au-delà de 100 degrés, toutes les vitamines sont détruites. Au-delà de 42 degrés, ce sont les enzymes qui ne résistent pas. Donc tous ces modes de cuisson à haute température génèrent une destruction massive de ces éléments. C'est la raison pour laquelle aussi je vous invite souvent dans mes épisodes à intégrer du cru dans votre alimentation et à chacun de vos repas. Donc vous l'aurez compris, la cuisson à la cocotte minute est plutôt à éviter. La cuisson à l'eau, si elle a quelques avantages, elle est facile, elle est accessible, elle est idéale pour les féculents, le riz, les pommes de terre, mais elle présente aussi quelques inconvénients, notamment la perte des nutriments qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire qui vont venir se dissoudre dans l'eau. C'est le cas pour la vitamine C et toutes les vitamines du groupe B qui vont venir se dissoudre dans l'eau. Donc si vous faites cuire vos légumes à l'eau pour une soupe, veillez à ce que la température ne soit pas trop élevée et utilisez l'eau de cuisson pour votre soupe. Sinon, sachez qu'une bonne partie des vitamines, des minéraux seront perdus dans l'eau de cuisson. Je vais vous parler maintenant de la cuisson au four classique. Alors, c'est une cuisson qui est très pratique et qui, finalement, si les températures sont maîtrisées, reste relativement sûre. Donc, vigilance surtout sur la température de cuisson. Sachez que, évidemment, au-delà de 180 degrés, il y aura la formation d'acrylamide, c'est-à-dire de composés toxiques, et ces composés posent problème, notamment pour les aliments qui sont riches en amidon. Pour les viandes qui sont cuites à très haute température, pareil, il y aura production de composés toxiques, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, les fameux HAP dont on parlait tout à l'heure. En fait, c'est tout simplement la réaction de Maillard qui se produit pendant la cuisson. Je vous en parlais un petit peu en introduction, je vais détailler à présent. Qu'est-ce que c'est que la réaction de Maillard ? C'est une réaction qui survient pendant la cuisson des aliments. Et c'est cette réaction qui est en partie responsable du brunissement et du déploiement des arômes des aliments et de toutes leurs saveurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que de nouvelles molécules sont formées à partir des acides aminés, c'est-à-dire les protéines, et de certains sucres. Elles vont se combiner en chaînes et les ensembles qu'elles forment vont refléter la lumière de telle manière que nous percevons la surface de l'aliment comme étant légèrement brune. Les lignes sombres que vous voyez laissées par la grille de cuisson sont l'œuvre de la réaction de Maillard.
C'est en fait une réaction en chaîne qui crée des molécules qui, à leur tour, créent d'autres molécules qui dégagent des arômes puissants. Et la puissance de ces arômes est telle que, présente en infime quantité, elles suffisent à donner une succulente saveur, notamment à la viande grillée. Et pour la petite anecdote, il a été calculé qu'en dissolvant 2 grammes de ce type de substance dans un lac de 2 mètres de profondeur et de 8 km de diamètre, l'eau prendrait un goût de steak grillé. C'est vous dire la puissance de ces molécules. Alors, comment ça marche ? La réaction de Maillard, elle se produit dans tous les types de cuisson. Elle est en fait fonction de la température et du pH. Sans m'attarder trop sur le pH, sachez qu'à 90 degrés, la réaction de Maillard se produit lentement. D'où l'intérêt, quand vous utilisez votre four, de veiller à une température basse. Et c'est une réaction qui va augmenter avec la température et notamment lorsque la surface de l'aliment viendra dépasser le point d'ébullition de l'eau, c'est-à-dire 100 degrés. À partir de 115 degrés, la réaction augmente. Dès 130 degrés, elle est très rapide. Mais en revanche, à partir de 180 degrés, elle s'arrêtera pour laisser place à une autre chaîne de réactions chimiques beaucoup plus toxique qui entraînera la décomposition de l'aliment par la chaleur. Et là, c'est le brûlé, c'est-à-dire des substances noires qui sont calcinées, qui, elles, sont tout à fait cancérigènes. Donc, c'est vraiment quand il y a sur les aliments des morceaux, des parties qui sont brûlées, il faut vraiment veiller à les supprimer. Une autre molécule aussi, je vous en ai un petit peu parlé, qui se forme au moment de la cuisson à haute température, c'est l'acrylamide. C'est une molécule qui est reconnue pour être cancérigène avérée. L'aliment qui expose le plus à l'acrylamide, c'est la pomme de terre, sous forme de frites ou sous forme sautée. Le café également, notamment le café noir, c'est le 2e contributeur à l'exposition à l'acrylamide pour les adultes. Et pour les enfants, malheureusement, ce sont les biscuits sucrés. Donc, quelques gestes simples pour réduire l'exposition à ce composé toxique qu'est l'acrylamide. Surveillez vos huiles de friture ou de cuisson pour ne pas les laisser surchauffer. Ne pas faire dorer vos produits à l'excès et ne surtout pas consommer les zones les plus brunies lors de la cuisson qui sont les plus riches en acrylamide. Avec ces précautions, la cuisson du four à basse température est une cuisson tout à fait acceptable. Veillez à cuire vos aliments autour de 100-120 degrés dans un four à chaleur tournante, ce qui permettra une moindre dégradation des acides gras. Veillez à utiliser des huiles qui sont stables à haute température. Ça permet aussi d'éviter les composés toxiques, comme on l'a vu, et surtout la texture des aliments est préservée. Un autre mode de cuisson qui présente également de nombreux avantages, c'est le wok ou la cuisson sautée. C'est une cuisson qui est très rapide, donc grâce à sa rapidité, la destruction des nutriments va être limitée. C'est une cuisson qui est absolument idéale pour obtenir des légumes croquants. Vigilance tout de même quant aux huiles que vous utilisez pour cette cuisson. Il vous faut des huiles stables, comme de l'huile de coco, de l'huile d'olive ou de l'huile de sésame. Et surtout, ne pas trop laisser la poêle chauffer pour éviter leur oxydation. Le mijotage ou la cuisson longue est également une très bonne méthode. C'est une méthode qui consiste à cuire les aliments, certes pendant plusieurs heures, mais à feu très doux. Vous l'aurez compris, la problématique de la cuisson, c'est surtout la haute température. Donc dès lors que la température est plus douce, ça garantit une préservation des nutriments. Dans le cas du mijotage, les aliments cuisent dans leur propre jus, donc les nutriments sont conservés. En termes de saveur, c'est idéal, c'est parfait puisque les saveurs sont mijotées et conservées. Et c'est une cuisson qui peut avoir un impact sur l'indice glycémique puisque les amidons complexes des légumineuses et des céréales vont rester stables. Enfin, je terminerai cet épisode par le mode de cuisson champion toute catégorie, la vapeur douce. Alors, qu'est-ce que c'est que la vapeur douce ? C'est un mode de cuisson qui consiste à cuire les aliments à une température qui ne dépasse pas 95 degrés. Idéalement avec des ustensiles qui permettent une distance nécessaire entre l'eau et la surface des aliments. C'est une cuisson qui se fait dans un couscoussier ou dans un cuit-vapeur dont la température ne dépasse pas les 100 degrés. Vous avez également le vitaliseur de Marion qui permet de préserver les aliments des hautes températures. Je sais qu'il existe différents modèles avec des réglages ou un contrôle de la température comme aussi le Magimix ou l'Ecovitam. Vous avez vraiment le choix sur l'ustensile que vous allez choisir. Vous l'aurez compris, c'est donc un mode de cuisson qui va venir préserver les nutriments de vos aliments.
Les vitamines thermosensibles, c'est-à-dire sensibles à la température, seront mieux préservées à basse température, tout comme les minéraux. Et la vapeur douce évite la fuite des minéraux dans l'eau de cuisson. Donc de ce point de vue-là, c'est un mode de cuisson qui est tout à fait intéressant. Enfin, il n'est pas nécessaire d'ajouter des graisses pour la cuisson, donc ça va éviter évidemment leur transformation en composés toxiques, même à faible température. Et en fin de cuisson, vous pouvez ajouter une huile riche en oméga 3 comme l'huile de colza, l'huile de noix ou l'huile de cameline. Autre argument, les aliments gardent une texture et un goût authentiques, intacts. Vous retrouverez le vrai goût des aliments que vous cuisinez, ce qui peut d'ailleurs demander un petit temps d'adaptation. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un indispensable de la cuisine santé. Et si vous n'en possédez pas, je vous invite à profiter des soldes en ce moment pour vous équiper. Je sais qu'il y a des prix intéressants sur le site Warmcook, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un code promo, envoyez-moi un mail, je pourrai vous trouver ça. Alors, pour conclure, gardez en mémoire les clés d'une cuisson saine. Favorisez les cuissons douces, à la vapeur, mijotées ou encore à basse température si c'est au four. Limitez les cuissons agressives comme le barbecue ou la friture ou le four à très haute température. Évitez autant que possible le micro-ondes et soyez vigilants avec les contenants en plastique. La cuisine, c'est un art, mais c'est aussi une science. Et faire les bons choix en cuisine, c'est déjà prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Merci d'avoir suivi cet épisode des Lois Naturelles. J'espère que vous avez appris encore des choses intéressantes aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode avec un proche si vous pensez que ça pourrait lui être utile. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des Lois Naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!